Fondation Jean Jaurès. Pensez pour agir. Bonjour Luc Carbounas. Bonjour. Vous êtes maire d'Alfortville, c'est une commune dans le Val-de-Marne, dans la région Île-de-France. Vous êtes également un ancien sénateur, un ancien député. Oh là, ça fait beaucoup d'anciens. Ça fait beaucoup. Et en plus, à côté de vos fonctions de maire, vous êtes également le président de l'UNCAS, l'Union nationale des centres communaux d'action sociale. Donc c'est un organisme qui est chargé d'accompagner les élus communaux et intercommunaux qui sont en charge des affaires sociales. Lors de votre élection, vous avez tout de suite annoncé vouloir placer les Outre-mer au cœur de votre mandat comme l'une de vos priorités. Tout à fait. Et donc, ça s'est concrétisé notamment en novembre dernier lorsque vous avez organisé les rencontres des solidarités à l'île de la Réunion, dans la commune de Saint-Denis, dont le maire est Erika Barrette, qui est également ancienne députée et ancienne ministre des Outre-mer. Et vous avez, suite à ces rencontres, rédiger un manifeste pour les Outre-mer. Est-ce que vous pourriez peut-être recontextualiser un petit peu ces rencontres ? Alors déjà, pour celles et ceux qui nous écoutent, l'UNCAS est une association de maires. L'UNCAS est la plus vieille association de maires après l'AMF. L'AMF a été créée en 1907, nous en 1926. Dans 2 ans, ce sera notre centenaire. Et cette association de maires, de manière très transpartisane, nous avons affirmé dès le 11 décembre 2020 que nous ferions sur ma proposition, c'est vrai, comme président, des territoires ultramarins, notre priorité. Et pour bien symboliser cela, j'ai demandé à mon amie Erika Barrette d'en être la première vice-présidente. Ça avait du sens comme notre 4e vice-présidente, et Eliane Guillougou, conseillère départementale de Guadeloupe et présidente de l'Union départementale de Guadeloupe. Et qu'est-ce que nous avons fait depuis 4 ans ? Nous sommes allés à 2 reprises à Mayotte, parce qu'avec le Fonds de solidarité européen, nous avons porté 2 programmes pour nos amis mahorais. Le premier, c'était de pouvoir créer les CCAS dans les communes, il y en a 17 où il n'existait pas. Et le deuxième programme, que nous avons achevé il y a 1 an, la formation des agents territoriaux, jusqu'à même l'immersion en hexagone, pour leur montrer comment fonctionnaient nos CCAS dans les grandes villes moyennes ou en ruralité. Et nous avons commencé le Tour de France en hexagone et dans les territoires ultramarins. Nous sommes allés aussi en Guadeloupe, nous sommes allés en Martinique. Nous irons en 2025 en Guyane et en 2026 en Nouvelle-Calédonie. Et nous nous sommes arrêtés l'année dernière pour organiser ces fameuses rencontres ultramarines de solidarité, où nous avons eu plus de 400 participants. Et Erika, j'ai fait mienne son expression, elle disait « Nous avons réuni 3 océans et l'hexagone ». Et qu'est-ce que nous avons fait pendant ces 3 jours de travaux ? Nous avons produit un manifeste. Et il se trouve que les jours qui ont suivi notre retour en hexagone, Erika et moi, nous avons pu monter sur la scène le lundi qui suivait du congrès des maires, devant 1 millier de délégués ultramarins, et nous avons remis ce manifeste à David Lisnard, le président de l'Association des maires de France. Aujourd'hui, j'en suis vice-président et membre du bureau exécutif. Et surtout, nous avons fait du lobbying. Le Parlement du non-cumul, aujourd'hui, les associations de maires que nous sommes, nous faisons du lobbying. Et donc, nous avons profité du Salon des maires pour remettre, je crois, le manifeste à une dizaine de ministres. Alors aujourd'hui, nous allons continuer à travailler en ce sens sur les propositions, on pourra peut-être en parler, qui sont dans le manifeste. Je vais bientôt réunir et inviter les députés ultramarins et les sénateurs ultramarins pour parler de notre manifeste. Et puis j'espère que tout ça donnera lieu à des propositions de loi, notamment autour des propositions de l'UNCAS. Mais sans plus attendre, on va revenir sur les différentes propositions que vous avez émises dans le manifeste que j'ai ici. Vous avez une bonne lecture. Ça se voit. J'aimerais revenir sur votre première proposition. Donc, vous souhaitez proposer la création d'une agence de développement pour les territoires ultramarins. En quoi est-ce qu'une telle structure serait un atout pour favoriser à la fois le développement économique et social de ces territoires ? Et est-ce que vous l'envisagez un peu comme ce qui pourrait devenir la pierre angulaire de la lutte contre l'exclusion sociale et économique ? Nous espérons que cet établissement, cette agence, si elle voit le jour, elle puisse répondre à toutes les problématiques que vivent nos territoires ultramarins, des problématiques qui sont différentes. C'est pas la même chose la question du vieillissement en Martinique et en Guadeloupe que par rapport, par exemple, à la Guyane. On se rend bien compte que c'est pas non plus la même chose de ce qui se passe à la Réunion avec ce qui se passe à Mayotte, où 70% de la population est sous le seuil de pauvreté. Et donc, la réflexion que nous avons eue, nous les maires de l'UNCAS, c'est qu'à l'instar de ce qui s'était passé dans les années 2000 avec la fameuse Agence nationale de renouvellement urbain, ça a fonctionné, ça a transformé nos villes. Mais pourquoi ? Parce que en un même lieu ont été concentrés les moyens
et les enjeux politiques, l'ambition politique pour faire changer le visage de nos communes. Eh bien, je pense que il existe, j'ai vu les réticences de certains ministres, et d'ailleurs du ministre éphémère Philippe Vigier, qui prenait cette proposition comme finalement ça coûte trop cher, c'est pas possible. Mais il y a des agences qui existent. Il y a pour l'attractivité des territoires ultramarins, pour le développement économique, etc., etc. Est-ce que ça fonctionne? Non, ça fonctionne pas, puisque aujourd'hui les territoires ultramarins vivent les mêmes problèmes qu'en Hexagone x 10. Le taux de pauvreté en France, c'est 14,5% de la population, c'est au moins 30% à La Réunion, par exemple, etc. C'est pareil en Martinique et en Guadeloupe. Et donc, nous, on a pensé qu'une vraie ambition politique, c'était de mettre en œuvre cette agence, un peu pour que vous compreniez, une sorte de synthèse du commissariat au plan, d'une synthèse avec la NCT, d'une synthèse de tout ce qui peut faire sens, et notamment aussi avec la Banque des territoires. Donc vous êtes maire, donc vous êtes bien placé que aucune politique publique ne peut advenir sans moyens. Donc est-ce que, au regard de la singularité, vous l'avez rappelé, des enjeux ultramarins, est-ce que vous pensez qu'une loi de finances qui serait entièrement dédiée aux enjeux de ces territoires, ça pourrait être un véhicule pertinent pour pouvoir assurer donc des ressources qui soient pérennes et distinctes du budget de l'État à cette agence? Et donc, est-ce que de manière plus globale, une telle loi qui serait tournée spécifiquement vers les territoires ultramarins, ça pourrait être un dispositif intéressant à envisager pour avoir une vision vraiment transversale de l'ensemble des moyens financiers qui sont consacrés par l'État aux territoires ultramarins? Aujourd'hui, l'ensemble des moyens sont complètement explosés entre tous les programmes et toutes les missions. Donc on ne sait pas exactement. C'est la problématique assez franco-française où tout fonctionne en silo finalement. D'où aussi la proposition première de cette agence pour le développement des territoires ultramarins. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Il n'y a pas d'argent magique, nous dit-on. Moi, je constate juste que dans les 10 milliards d'économies déjà faites par le gouvernement, 79 millions étaient destinés aux territoires ultramarins et ont disparu. Pouf! Et je suis très inquiet du projet de loi de finances rectificatif du mois de juin pour 12 milliards et encore plus inquiet pour les 20 milliards annoncés pour le PLF 2025. Et donc, là où il y a une volonté politique, là où il y a un dessein politique, on trouve de l'argent. Pas plus tard qu'aujourd'hui, le Premier ministre se félicitait qu'on ait des résultats historiques sur la lutte contre la fraude fiscale. Tant mieux, c'est 15 milliards qui sont rentrés dans les caisses de l'État et on peut encore aller en chercher d'autres. L'État se fait lui-même les poches chaque année de 30 milliards d'euros pour compenser les collectivités après la suppression de la taxe d'habitation et personne n'est satisfait, ni les maires, et l'État grève lui-même sur cette proposition son déficit. Il y a de l'argent, mais il faut juste savoir si politiquement on est d'accord. Voilà, donc aujourd'hui, moi je défends la lutte contre la fraude fiscale, le retour de la taxe d'habitation, non pas pour taxer nos compatriotes. La moyenne d'exonération par foyer fiscal, c'était 750 € par foyer. Vous croyez que les 30 milliards qui s'évaporent chaque année, on ne peut pas les utiliser pour les territoires, ne serait-ce ultramarins? Vous savez, nos compatriotes ultramarins, ils en ont marre d'une chose. Ils en ont marre qu'à chaque fois qu'on leur parle de politique publique, on leur dit on va faire une politique de rattrapage. Exactement. Eux, ils en ont marre de ça. Et donc, ce sont des départements qui ont été créés pour les plus anciens en 1946, Mayotte en 2011. Et quand vous regardez la Guyane et Mayotte, c'est les mêmes problèmes, mais il y a 80 ans qui les séparent. Il n'y a pas un sujet. Et quand l'année dernière, dans le baromètre du social avec notre partenaire IFOP, 7 Français sur 10 ont déclaré ne pas se sentir concernés par les problèmes ultramarins, c'est qu'on a loupé quelque chose pendant des décennies. Et donc, nous, aujourd'hui, une casse, on va continuer à pousser les feux pour que on puisse tout simplement faire de nos départements français l'équivalent de ce qui se passe en Hexagone. Voilà, et des territoires ultramarins. Pour continuer à parler de sous, vous proposez également de mettre en place un fonds de dotation des solidarités outre-mer, donc qui serait destiné à lutter contre la grande pauvreté. Juste pour rappel, donc vous en parliez tout à l'heure, le taux de pauvreté entre les territoires ultramarins et l'Hexagone, c'est pas du tout les mêmes taux. Donc, en moyenne, c'est 14% dans l'Hexagone. On passe directement à 52% en Guyane, par exemple, ou à 77% à Mayotte, 26% en Martinique. Comment est-ce que ce fonds de dotation des solidarités pourrait s'articuler avec la première proposition dont on a parlé, l'agence de développement ? D'abord, il faudrait que ce soit l'agence qui porte et qui gère ce fonds, parce qu'à mon avis, ça aurait du sens. Et donc, il faut une volonté politique pour abonder ce fonds. Après,
vous dites 77% pour Mayotte de la population sous le seuil de pauvreté. Du taux de pauvreté. Du taux de pauvreté. Imaginez un département en hexagone qui aurait ces chiffres-là, mais ce serait l'émeute. L'émeute. Moi, aujourd'hui, mon collègue président de l'Union départementale de Mayotte, lorsqu'il était à nos côtés à La Réunion, me montrait sur son téléphone que des jeunes étaient rentrés dans le lycée de sa fille et qui étaient en train de poignarder des élèves. Qui en parle ? Qui en parle ? Qui parle de tout ça ? Les médias, non, je crois pas. Et donc, pour répondre aussi à votre précédente question, je suis pas sûr qu'il faille un budget spécifique. D'ailleurs, ce serait pas faire unité entre l'Hexagone et les territoires ultramarins. Il faut l'envie. Faut l'envie. Quand je vois qu'on en est à notre 4e ministre en charge des Outre-mer en même pas 2 ans, ça pose question. Ça pose problème surtout. Voilà. Et c'est la même chose sur les questions de solidarité de santé que l'on porte l'UNCAS. On peut pas nouer un dialogue sur le long terme si nos interlocuteurs au plus haut niveau de l'État changent tous les 6 mois. Et j'espère, je vais bientôt rencontrer Catherine Vautrin. Aujourd'hui c'était la ministre en charge des personnes handicapées. Nous on est transpartisans, donc on n'y va pas avec des arrière-pensées, mais il faut qu'on se mette tous autour de la table et au travail. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez parlé du plan d'austérité budgétaire qui a été annoncé par Bruno Le Maire récemment, et vous avez parlé de la NCT, donc l'Agence nationale 1 milliard en moins de la cohésion des territoires, exactement. Et au sein de vos propositions, on parle de l'ingénierie. C'est d'ailleurs une question, la question de l'ingénierie, qui revient systématiquement lorsqu'il est question d'efficacité des politiques publiques, aussi bien dans l'Hexagone que dans les territoires ultramarins. Qu'est-ce que vous pensez de la mise en place d'un guichet unique d'ingénierie dans les territoires ultramarins, donc qui viendrait accompagner les élus en matière d'ingénierie de projet ? Est-ce que, par exemple, un guichet unique qui serait installé au sein de chaque préfecture et qui serait disponible pour les élus ultramarins, pour les accompagner dans le montage de leurs projets, ça peut se faire ? Tout ce qui peut aider nos territoires ultramarins, je prends. Moi-même, nous-mêmes, l'UNCAS, nous sommes de l'ingénierie et de l'expertise territoriale pour les CCAS, les 111 CCAS et CIS des territoires ultramarins. Nous faisons déjà ce travail d'ingénierie. Nous sommes aussi centre de formation. Nous l'avons fait, je vous l'ai dit, avec Mayotte. J'ai commencé à écrire aux préfets des territoires ultramarins pour leur demander de me désigner le monsieur ou la madame en charge du territoire dont ils ont la charge comme préfet. Parce que nous avons cette ambition de créer un réseau dans le réseau ultramarin, et c'est ce que nous avons fait à l'occasion de ces journées à La Réunion, où on a en fait installé ce réseau spécifique dans l'UNCAS pour les territoires ultramarins et leur développement. Nous avons mis en place une plateforme numérique qui s'appelle Corail, qui permet d'avoir accès en tout point de tous les territoires, de toute la data en données, pour que chacun, parce que c'était aussi une chose qui nous revenait, notamment quand on était allé en Guadeloupe, c'est les élus de Guadeloupe disaient finalement on n'a pas le reporting de ce qui se passe en Martinique, en Guyane, et donc on a mis ça en place sur une plateforme numérique avec notre partenaire Compass, et d'ailleurs maintenant les adhérents de l'Hexagone disaient oh président, nous on veut la même chose pour l'Hexagone. C'est pas mal. On va s'y atteler. Vous voyez, on essaye d'apporter ça, mais le guichet unique, pourquoi pas, mais pour qu'il y ait un guichet unique, il faut derrière, encore une fois, qu'il y ait des sous. Si c'est pour juste que ce soit un guichet d'enregistrement de doléances, ça servira à rien. Le diagnostic, on l'a, le constat, on le connaît. Il faut juste se mettre au boulot. Et pour revenir brièvement sur justement les annonces d'austérité budgétaire de Bruno Le Maire, quelle est votre réaction par rapport à la NCT, justement ? Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence ? J'écoutais, comme vous, sûrement, Bruno Le Maire, lors d'un 20h, sur une chaîne nationale, nous expliquer la main sur le cœur que les collectivités ne seraient pas impactées par, justement, ces 10 milliards. Et dans la même interview, il dit, par exemple, la journaliste, mais vous avez trouvé où l'argent ? La NCT, c'était 1,6 milliard, on enlève 1 milliard. Ah bon ? C'est pas les collectivités, ça ? C'est pas l'ingénierie des collectivités qu'on a ? Et donc, ce n'est que le début. Et moi, je l'ai dit lors d'une rencontre avec Thomas Cazeneuve, le ministre des Comptes publics. Il y a quelques mois, la Cour des comptes a émis un rapport qui disait que les départements et les régions voyaient leur épargne brute commencer à fondre comme neige au soleil. Dans les 5 prochaines années, je ne vais pas faire Madame Mirza qui annonce ce qui va se passer, mais pour discuter avec mes collègues maires à l'AMF comme à l'UNCAS, dans les 5 prochaines années, ça va être le tour du bloc communal. Et si dans le couple préfet-maire,
le maire, donc la collectivité, parce que derrière c'est le CCAS, sur toutes les crises qu'on a vécues, sanitaires, humanitaires, climatiques, et aujourd'hui liées à l'inflation. Si on met un genou à terre, parce que des collectivités vont être obligées de baisser le rideau, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, moi, j'en appelle à la responsabilité de l'État. Encore une fois, ce sont des choix politiques. Alors, il faudra trouver des solutions. Nous, au l'UNCAS, on a même proposé dans nos auditions, dans le cadre des derniers PLFSS, de taxer des super profits. Il y a de l'argent là aussi. Hein, mais il faut vouloir le faire. Justement, vous parlez de taxation. Il y a un lien direct avec le phénomène de vie chère dans les territoires ultramarins. C'est une question qui est très prégnante. On peut ne serait-ce que revenir sur les écarts de prix à la consommation entre le territoire, encore une fois, hexagonal et les territoires ultramarins. Rien que sur le volet purement alimentaire, c'est des écarts qui vont, par exemple, de plus 42% quand il s'agit de la Guadeloupe, 40% en Martinique, 39% en Guyane, etc., etc. Comment est-ce que l'UNCAS et plus généralement les CCAS dans les territoires ultramarins accompagnent et quel est leur impact pour pallier cette question ultra sensible de la cherté de la vie? Mais de la même manière qu'en Hexagone, mais en plus difficile. Parce que les situations, vous l'avez très bien décrit, sont bien pires. Vous savez que nous sommes dans l'aide alimentaire, nous donnons des chèques, des prestations, tous les CCAS et tous les maires des territoires ultramarins, mais aussi en Hexagone, d'une année sur l'autre, votent une subvention avec leur conseil municipal supérieure d'une année sur l'autre pour justement abonder les budgets des CCAS parce qu'on a un public beaucoup plus grand. On a un public de seniors, on a un public de jeunes, on a un public de salariés. Et du coup, nos 111 CCAS et IAS ultramarins, ils cherchent à innover. C'est ce qu'a fait le CIAS Sud Réunion en créant, par exemple, une épicerie solidaire itinérante et qui va, c'est du aller vers. Voilà, vous savez, hein, les élus, on cherche toujours les meilleures solutions pour répondre au quotidien de nos administrés. Et moi, je tire mon chapeau aux collègues maires ultramarins parce qu'ils sont vraiment innovants. Ils font notamment face à un problème migratoire, une pression migratoire, notamment Mayotte et la Guyane. Est-ce que vous considérez que les dispositifs de prise en charge de ces migrants sont à la hauteur des flux auxquels ces territoires sont confrontés? Et non, et en plus, de par la situation géographique de Mayotte et de Guyane, là aussi, ça donne des apports en population assez conséquents. Et j'avais fait il y a quelques mois maintenant un zoom avec les maires mahorais qui appelaient à l'aide dans les moyens, à l'aide à l'urgence de l'État, qui prennent ces dispositions. Donc c'est une situation extrêmement tendue, bien pire qu'on ne le peut l'imaginer. Même en termes d'infrastructure, c'est quand même assez incompréhensible. C'est ce que vous citez dans le manifeste. On a 5 centres d'accueil pour demandeurs d'asile dans le Finistère, 0 en Guyane, alors que le territoire guyanais est quand même soumis à une pression un peu plus importante que le Finistère en termes de migration. C'est quand même assez aberrant, cette absence de CADA. Je peux pas mieux dire, voilà, c'est aberrant. Vous avez tout dit. Donc là aussi, vous savez, on parle de département français, de département français. Ce qui se passe dans ces territoires, c'est une honte. Je le dis. Les échanges qu'on a eus au mois de novembre 2023 à La Réunion, il y en a certains qui étaient assez éprouvants. Quand vous entendez certains de nos compatriotes, des élus de la République française, qui vous expliquent que depuis que leur territoire est devenu département français, c'est l'Europe qui leur a plus apporté et aidé que leur propre pays, la France, il y a un sujet, il y a un vrai sujet. Et donc nous, autant que l'on le pourra, on portera ce combat. Et moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est quand Erika Barèche, à un moment de nos travaux à la tribune, devant les participants, disait merci à l'UNCAS de cette saisie de ce problème que sont les territoires ultramarins et de leurs difficultés, sans même qu'ils aient eu eux-mêmes à le demander. Et pour moi, ça me semble tellement normal. Et elle me disait, mais c'est pas normal. Et donc, voilà. Donc, j'espère que tout ça participera à arranger les choses. Un vrai réflexe outre-mer, peut-être, dans les esprits. J'espère. Rapidement, je voulais revenir sur la question de la santé, parce qu'on le sait, les populations des régions et départements ultramarins figurent parmi les plus fragiles. On a beaucoup de maladies chroniques, je pense au diabète, aux maladies cardiovasculaires, à l'obésité, qui est plus fréquente également.
Et pourtant, la précarité sanitaire y est très présente et qui est aggravée par le coût des soins. Encore une fois, le manque d'infrastructures, ce qu'on disait tout à l'heure, et puis aussi la pénurie de professionnels. Donc, en tant que président de l'UNCAS, mais également en tant qu'ancien législateur, vous le savez, il y a depuis quelques années des propositions de loi qui émanent de manière transpartisane et qui visent à mieux réguler l'installation des médecins. J'aurais aimé savoir, quand on voit la démographie médicale qui est préoccupante dans les territoires ultramarins, quel regard est-ce que vous portez sur ces initiatives parlementaires ? Déjà, moi je soutiens ces initiatives. À titre personnel, et l'UNCAS s'est positionné aussi, notamment récemment, c'est Guillaume Garot qui avait porté le fer sur la question. C'est le corps médical, le seul métier qui n'a pas de régulation. Le seul. Tellement le lobbying est fort. Donc à un moment donné, il va bien falloir trouver des moyens pour rendre certains territoires attractifs. Yann Gallu, le maire de Bourges, disait que le département du Cher est un des départements où la désertification médicale est une des plus importantes de France. On marche sur la tête. Donc à un moment donné, soit ça se fera naturellement parce qu'on accompagnera les médecins, les jeunes médecins avec des moyens, des aides des primes à l'installation, etc. pour les installer là où il y a des zones blanches, soit il faudra être coercitif et le législateur a raison de penser à cette régulation sur l'ensemble du territoire, sinon on n'y arrivera pas. Et pour les territoires ultramarins, par exemple, puisque les jeunes vont faire leurs études en hexagone, quittent les territoires pour fixer justement leurs médecins, eh bien la Réunion a créé son CHU pour former les médecins et les garder. Vous voyez, quand je vous disais qu'ils ont des pratiques innovantes, les garder chez eux. Et c'est très bien. Donc il faut pousser à tout ça et je pense qu'on y viendra à cette régulation. Je ne vais pas me faire que des copains chez les médecins s'ils regardent, mais c'est mon point de vue. D'ailleurs, souvent, les collectivités sont amenées, pour retenir les médecins, à leur fournir un logement. On a récemment la Fondation Abbé Pierre qui a sorti son 29e rapport sur l'état du mal-logement en France. Donc, c'est pas moins quand même de 600 000 logements qui sont considérés comme de l'habitat indigne à l'échelle nationale et 150 000 dans les territoires ultramarins. On a l'exemple de la Guyane, qui avec 10% de logements qui sont dépourvus d'électricité, 45% dépourvus d'eau chaude. C'est quand même assez incroyable, encore une fois. Et pour désigner la situation globale, la Fondation Abbé Pierre a utilisé le terme de bombe sociale. Et vous-même, dans une note qui a été publiée en août 2023 pour la Fondation Jean Jaurès, vous utilisez également des termes assez forts. Vous parlez de cataclysme social. Parce que vous estimez qu'il y a des conséquences évidemment économiques et sociales qui sont terribles face à l'habitat indigne. Vous souleviez notamment le fait que ça peut amener les territoires à développer des nouvelles formes d'habitat. C'est le retour chez les parents pour un adulte, par exemple, ou bien ce que vous désignez comme les résidents annuels des campings et des mobil-homes. Qui malheureusement est une pratique qui est en train de s'instaurer. En fait. Qui devient assez usuelle. Ouais. Et dans les territoires ultramarins, cet habitat indigne, souvent, ça mène à de l'habitat spontané. Ce qui est un terme, on peut aussi utiliser le terme de bidonville pour parler d'habitat spontané. Est-ce que pour vous, la lutte contre l'habitat indigne, ça reste encore le parent pauvre de la politique du logement ? Et est-ce que face à la crise à laquelle là on fait face en ce moment, est-ce que vous pensez qu'on devrait appeler à une décentralisation accrue en matière de logement, et plus spécifiquement dans les territoires ultramarins ? Dans le manifeste, vous plaidez pour une différenciation territoriale accentuée. Est-ce que ça pourrait faire sens d'appliquer cette différenciation territoriale dans le domaine du logement outre-mer ? Déjà, il faut quand même que chacun comprenne que dans les territoires ultramarins, il y a certains endroits d'habitation, on parlait de bidonville, là on parle pas de coups de vent, mais de cyclones. Et quand ça s'est produit en septembre 2022 en Guadeloupe, le cyclone, l'ouragan même est passé, à Basse-Terre, beaucoup de maisons sont tombées. Et les gens n'étaient pas assurés. Donc non seulement ils avaient déjà un toit pitoyable, mais quand ils n'en ont plus du tout pour des raisons climatiques, ils n'ont même plus les moyens de reconstruire. Et là, pareil, c'est la puissance publique, les collectivités qui essayent d'aider leurs administrés. Et de toutes les manières, le logement, depuis le début de ce quinquennat, pardon de le dire, c'est le parent pauvre
des politiques publiques. 4 ministres du logement, ça défile encore là aussi. Tous les professionnels qui tirent la sonnette d'alarme sur les moyens alloués. Donc nous, qu'est-ce que l'on fait, les maires? On travaille avec nos intercommunalités dans ce qu'on appelle les opérations publiques d'amélioration de l'habitat, les fameuses OPA. On met en place, c'est mon cas, un permis de louer. On définit des périmètres là où on a diagnostiqué du logement insalubre, et donc tous ces outils-là peuvent exister aussi dans les territoires ultramarins pour ne pas laisser des marchands de sommeil louer n'importe quoi à n'importe quel prix. Il y a l'encadrement des loyers, mais là pareil, vous savez, moi je le dis souvent quand je parle de Mayotte et de son problème d'accès à l'eau. Si à Mayotte on continue à attendre qu'il pleuve pour que les gens aient accès à l'eau, eh bien moi je vous dis que on en reparlera dans 20 ans encore. Et c'est pareil pour le logement insalubre. Si la puissance publique, au plus haut niveau de l'État, et là je parle du président de la République, ne prend pas lui-même les choses en main, d'obliger certains grands opérateurs d'investir et d'investir massivement, parce que certes, ils n'y retrouveront pas leurs investissements à égalité en matière de recettes, mais on parle de département français. Donc si on n'a pas cette envie politique de porter le sujet et de l'imposer, ils resteront les grands oubliés. Et on continuera à parler de rattrapage et d'appel à projet pour se masquer la face. Il y a encore donc beaucoup de travail. Ouais. Et vous l'avez dit lors des rencontres des solidarités, ce n'est qu'un début. Oui. À quand les prochaines rencontres et où peut-être, dans quel territoire cette fois-ci? Alors au regard de l'organisation que cela demande, parce que nous avons mis 1 an et demi, j'ai voulu que cela vienne des unions territoriales et départementales ultramarines, toute l'organisation. C'était pas l'Hexagone, Bureau national qui descendait avec sa programmation, ses thèmes à lui, à eux, etc. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi le succès de ces rencontres. Donc nous nous sommes dit que à mi-mandat, 1 fois par mandat, de faire un grand rassemblement, et pour pas que mon directeur général adjoint en charge des finances me fasse une crise cardiaque définitive, pour l'aspect financier que ça revêt, d'organiser tout ça, plus sérieusement, on aura cette rencontre 1 fois par mandat, à mi-mandat, et on continuera à produire ce type de manifeste. Comme en 2021 au Congrès des maires de l'époque, nous avions produit un livre blanc sur la dépendance et le grand âge, comme nous serons le 3 octobre prochain chez mon ami Michael Delafosse à Montpellier pour parler du logement justement. Merci beaucoup, Luc Carvounas.